One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, on va parler de beaucoup de sujets en lien avec le Black History Month avec mon invité Aïcha Black. On va discuter de fierté communautaire, de la notion d'héritage, de ce que cela signifie de naître et vivre en Amérique du Nord quand on est une personne noire. Pour donner un peu de contexte, The Black History Month, littéralement le mois de l'histoire des Noirs, a été créé en 1915 aux États-Unis par The Association for the Study of Negro Life and History, ce qu'on pourrait traduire par l'Association d'études de la vie et de l'histoire des Noirs. L'association a été créée par 5 cofondateurs, tous issus de la communauté noire et ou de descendants d'anciens esclaves. La mission officielle est de promouvoir, rechercher, préserver, interpréter et diffuser des informations vers la communauté mondiale sur la vie des Noirs, leur histoire et leur culture. À l'origine, cet événement durait une semaine sous forme de convention, puis en 1972, l'organisation a été renommée The Association for the Study of African American Life and History, donc l'Association d'études de la vie et de l'histoire des Afro-Américains. L'événement dure maintenant 1 mois. Il est reconnu officiellement aux États-Unis en 1976 et n'est reconnu qu'officiellement au Canada que depuis 2008. Cet événement est de plus en plus reconnu et valorisé, notamment en Irlande, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Jamaïque. Il est important de préciser également que depuis 2020, seulement 7 pays d'Afrique le célèbrent. Chaque année, c'est durant le mois de février qu'est célébré cet événement en Amérique du Nord, date choisie en lien avec l'anniversaire d'Abraham Lincoln. Tous les ans, une thématique est mise à l'honneur pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. En 2026, la thématique choisie a été « Un siècle de commémoration de l'histoire des Noirs ». Ce thème vise à explorer l'impact et la transformation du statut des personnes noires dans le monde moderne, mais également la signification des commémorations de la vie des personnes noires, ainsi que l'aspect historique qui en découle. Je vous propose une écoute avec une personnalité joviale, attachante et lucide sur le monde dans lequel elle vit. Aïcha, bienvenue et encore merci de partager ton opinion et tes expériences. Je suis très contente d'échanger avec toi sur les différents sujets abordés. Pour commencer, je vais te laisser présenter ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Aïcha Black. Je suis différentes choses, actrice habillée, actrice non habillée, entre guillemets. Je fais du S-work, bien sûr. Je fais du sex work, du travail du sexe. Je suis dans l'industrie pour les adultes. Je m'amuse avec des messieurs mariés en échange d'argent. Sinon, j'ai commencé plutôt en tant qu'actrice à la télévision, là, des vrais rôles qu'on imagine quand on dit actrice. À temps très partiel, donc c'est pour ça que j'ai dû quand même faire du sex work à côté pour payer les bills, parce que je trouvais personnellement que c'est quelque chose qui me permet d'être libre. Parce que tu sais, quand tu fais des auditions, quand tu fais des tournages, des castings, c'est à toute heure. C'est n'importe quand. C'est quand tu as un emploi 9 à 5, civil, et puis que les gens, tu peux pas prendre congé pour aller à une audition, franchement. Là, je peux manquer le rôle de ma vie pour faire $16 de l'heure. Non, c'était pas pour moi. Donc, j'aimais ça, ce petit travail qui me permettait une sorte de liberté. J'ai étudié en danse, j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en sciences. J'aime beaucoup apprendre des choses. Je suis un peu engagée socialement sur les réseaux sociaux, surtout, je dirais. J'aime lire et apprendre sur le féminisme, la grossophobie, l'industrie du sexe aussi, généralement le militantisme, etc. J'ai mon podcast qui s'appelle Black Girls from Laval. Je tente et si bien d'en avoir un deuxième podcast qui parle plus du travail du sexe. Très difficile, c'est très difficile. C'est pas difficile, c'est moi qui prends pas assez le temps. Fait que c'est vraiment ma faute.
Hein, c'est de la faute de personne d'autre que moi. Je suis québécoise, d'origine haïtienne. Mes parents sont haïtiens, mes parents, les deux sont nés en Haïti. Ils sont venus ici quand ils étaient adolescents, ils se sont rencontrés et m'ont eu. Voilà, je suis le fruit de l'amour. Yeah. Ça ressemble à ça mon parcours, je pense. Du coup, dans quelle catégorie du TDS t'exerces? Je suis escorte à temps plein. Escorte vraiment rencontrer des hommes là. Et je ne sais pas si vous faites une différence dans votre coin de pays. Si vous dites c'est escorte, c'est la même chose, c'est prostituée, c'est la même chose, c'est juste de différents mots. Tu comprends ce que je veux dire? La fille qui est sur la rue ou moi qui mets des annonces sur un site, on fait la même chose avec le monsieur à la fin. N'allez pas penser que le mot escorte, ça veut dire que tu fais juste les accompagner à des soirées, mais que tu n'es pas obligé d'offrir des services sexuels. C'est dans les films, ça. Hein? Je vous dis, j'assume complètement, je les offre les services sexuels, OK? C'est pas qu'on fait une différence, mais on dit juste travailleuse du sexe réel et travailleuse du sexe virtuel. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Voilà, si on c'est doit vrai. faire Exact. des trucs différents. Depuis combien de temps, du coup, à peu près? On and off. Depuis, pour vrai, je pense que quasiment depuis que j'ai 19 ans. Ça fait quand même un petit bout. Je te dirais qu'au début, je le savais. Ben, j'étais dans un salon de massage. Il n'y avait pas de service complet, entre guillemets. Il n'y avait pas de sexe, là, de pénétration. Tout. C'était vraiment le massage érotique en lingerie et puis une finition manuelle. Comment on dit ça en français? C'est ça. Ça? Finition manuelle. Masturbation. Oui, c'est ça. Mon Dieu, moi, que je ne connais pas ce mot. T'as pas beaucoup de Français qui viennent te voir? Oui, donc c'est ça la finition masturbation manuelle. Fait que je sais pas si je me considérais dans ce temps-là dans l'industrie du sexe ou non, mais j'ai trouvé que c'était génial d'être payée pour côtoyer des hommes. Alors j'ai dit, laisse-moi continuer cette histoire. Puis j'ai commencé quand même plus soft dans les salons sans gaffe, comme on dit, je pense. De plus en plus, je rajoute le business mindset derrière tout ça pour être plus intelligente financièrement. Plus éduquée financièrement. Et ouais, je dirais que ça avance. Là. C'est une carrière, cette histoire. C'est une carrière. Toi et moi, on a un truc en commun. T'es partie en Jamaïque. Oui! Pour l'anniversaire de mon amie. Ok. Elle m'a Oui. attrapée là. Mais t'étais contente de partir. J'étais très contente. Elle m'a juste attrapée au tournant. Et c'était une très belle surprise. Toi, t'es pour ton anniversaire à toi? Non, moi j'y suis partie pendant un mois. J'ai trouvé ça intéressant de voir qu'on y était toutes les deux allées pour avoir un peu ton impression de cette île dans la Caraïbe. Oui. C'est vraiment une île genre iconique, tu sais. Il y a vraiment ce truc, bon, j'aime pas trop, mais autour de Bob Marley, autour du fait que la Jamaïque elle soit libre et tout. Et moi, quand j'y étais, j'ai vraiment pas ressenti ça. Ah, t'as pas ressenti genre la liberté? J'ai pas, non, parce que. Mais je vais te laisser me dire toi ce que tu as ressenti d'abord quand tu es allé en Jamaïque. Moi, Comment tu as ressenti le peuple qui était là-bas? j'ai ressenti que j'étais une reine. Je suis le genre de tout le monde, apparemment. Apparemment. Tout le monde m'a dit, hey, you're my type, you're my size. Je suis le size de tout le monde. Et maintenant, j'ai demandé, monsieur, am I a shoe? Am I a shoe? How am I your size? Oh, on dirait ils vont me porter, hein. Ils me portent. Sinon, non, moi, j'ai trouvé ça... tu sais, j'ai quand même fait beaucoup de resorts aussi, là, on s'entend. On s'est fait des amis de la vraie vie, des humains dehors, mais beaucoup dans le resort. Sinon, je trouvais que... Je sais pas si les gens... Moi, je vois la libération des gens libérés sexuellement. Je sais pas si c'est parce que tout le monde est libéré sexuellement que tout le monde se crie leur nombre de pouces par la tête, ou c'est parce qu'on est des touristes, puis ils veulent se vendre. Je te dis, les gens viennent me voir, là, pour me dire que je suis leur size, parfait, me demandent mon numéro, me dit en tout cas, c'est sûr, on va s'amuser. Moi, c'est 9 pouces. Jésus, j'ai besoin d'avoir tes pouces avant de savoir ton nom. Oh, je recevais beaucoup de nombre de pouces, tu comprends? Tout le monde voulait m'inviter chez eux. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'étais une touriste, tu comprends, ou si c'est juste normal, mais j'ai remarqué ça aussi chez les filles, là. C'est pas juste les hommes qui viennent puis qui
Dans la rue, là, avant d'aller nulle part, ils t'ont déjà proposé d'aller chez eux. Les Français, quand t'es le genre de quelqu'un, là, tu le sais. Toi, je leur ai dit, si c'était à Montréal, ils se feraient poursuivre pour harcèlement, facilement. Ouais, tout le monde se ferait poursuivre pour harcèlement. Je suis comme moi, vous seriez triste à Montréal. Vous seriez triste au Québec, au Canada au complet. Ah, c'est très triste pour vous parce que, waouh, aborder les gens dans la rue. Toi, t'étais vers Montego Bay. T'étais dans le Exact. nord. Ouais, Montego Bay, là où il y ouais. a tous les resorts et tout. C'est ça, c'est ça. Là où il y a toutes les plages privatisées. Exact, exact. Oh, fallait payer pour aller à la plage. Ça, c'était chaud. On me dit, on va à la plage, mes amis. Je dis, OK. Et pourquoi j'amène mon bikini et moi-même? C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. On me dit, il faut payer. Je suis là, mais attends une seconde. On était dans un resort avec une piscine et vous voulez me faire payer pour aller dans l'eau là-bas avec de l'algue. J'étais traumatisée. Ils allaient me faire marcher dans les algues et puis il fallait que je paye en plus. J'ai dit, c'est correct. J'ai payé une fois, mais après ça peut pas. Les amis, il y a des poissons dans l'eau. Je peux pas payer pour être proche des poissons. Non, ça c'est trop. Et ton masque et ton tuba pour regarder les poissons dans l'eau? J'ai peur des poissons. Ah! J'aime les poissons plus quand ils sont en sashimi. Ouais, je savais que t'allais dire. J'aime les sashimi, ça s'arrête là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Jamaïque, toute la partie nord, pratiquement tous les hôtels, c'est que des étrangers qui ont des hôtels là. Et du coup, les Jamaïcains, en soi, ils n'ont pas d'hôtel. Ah, il faut juste être les employés. Voilà, ils sont juste les employés. Moi, quand j'ai été en Jamaïque, je suis restée à Kingston pendant un petit moment. Dans la nuit, on entendait les gens tirer. Ah. Et en fait, la première chose qui m'a choquée quand je suis allée en Jamaïque, c'est que j'étais avec mon compagnon. On est tous les deux métis, tu vois. Bon, là, je suis blanche parce qu'il fait froid. Enfin, en tout cas, je vois pas beaucoup le soleil. Mais quand je suis dans un pays où il fait chaud, je suis plus foncée, tu vois. Sauf qu'en Jamaïque, tout le monde est noir. Oui. Il y a peu de métissage. Le premier jour, on est allé s'asseoir comme des personnes qui n'avaient pas de maison, tu sais, on est allé s'asseoir là, dans la rue, on a même pas sur un banc, sur le trottoir, tu vois. Et en fait, tous les gens qui passaient nous regardaient. On s'est dit, c'est bizarre. Où eux autres, c'est ça? Peut-être c'est parce qu'on est assis sur un trottoir, tu vois. Donc, on a dit, OK, vas-y, on va bouger. Et on s'est rendu compte que même quand on rentrait dans les magasins, les gens, ils nous regardaient on n'était même pas encore rentré dans le magasin, ils nous regardaient à travers la baie vitrée. Et en fait, on a demandé pourquoi ils nous regardaient comme ça. Et mais oui, parce que c'était chaud. Enfin, genre, on m'avait jamais regardé comme ça. Après, toi, moi, j'ai les cheveux mélangés, donc des fois, j'ai une grosse touffe et tout, tu vois. Mais mon copain de l'époque aussi, c'était pareil. On s'est dit peut-être que c'est ça, c'est les cheveux. Tu vois, on s'est dit, mais c'est bizarre, on est dans la Caraïbe. Donc, en fait, on est habitué à voir des gens mélangés, tu vois. Ouais. Et là, les gens, ils nous ont dit, mais en fait, c'est parce que vous êtes clair. Ah, OK. La dame qui nous a répondu nous a expliqué qu'en Jamaïque, les gens clairs, c'est soit les personnes qui se blanchissent la peau, soit des gens qui viennent de Cuba. Ah, OK, c'est pas des Jamaïcains. Je comprends. Donc, les gens étaient étonnés. Et c'est vrai que sur Kingston, en tout cas, t'as pas beaucoup de touristes, tu vois. Les gens sont très foncés de peau, etc. Et après, quand on est monté dans le nord, où là, tu as tous les resorts, etc. Là, effectivement, tu vois les gros vans des touristes américains. Tu vois que les routes sont beaucoup plus belles. Tu te dis, oh mon Dieu! Ah, ils mettent l'argent là, hein? Et ils mettent, après, l'aéroport est là, hein, donc voilà quoi. Mais en fait, de rester aussi longtemps, de parler avec les locaux, ça te permet de comprendre comment le pays fonctionne. Et en fait, la Jamaïque, avant, ça appartenait à l'Angleterre, tu vois. Ils sont toujours sous le joug de l'Angleterre, administrativement, mais ils ont leur indépendance. Okay. Et quand tu vois tous les gens qui travaillent pour les travaux, dans la rue et tout, c'est des Asiatiques, c'est pas des Jamaïcains. Quand tu vas visiter toutes les caféières et tout là qu'il y a dans les montagnes et tout, c'est tenu par des Asiatiques parce que en fait, les Asiatiques, que ce soit les Japonais ou les Chinois, ont racheté les maisons parce qu'en fait, ils aiment ça. Ils aiment le café, ils aiment le thé. Ils ont racheté ça. Donc, en soi, quand tu prends tous ces éléments-là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, les Jamaïcains en soi, ils n'ont plus rien dans leur pays. C'est ça. Ils sont pas, c'est juste chez eux. Hein. Donc, ils sont locataires chez eux, c'est tough.
c'est triste. Je trouve que c'est triste. Moi, j'avais aucun préjugé, tu sais, quand je suis arrivée en Jamaïque. J'allais plus là pour mon compagnon parce que il aime le dancehall, il aime Buju Banton, Vybz Kartel, voilà. Il voulait aller là-bas pour pouvoir découvrir la culture, mais quand tu commences à creuser un petit peu, tu te rends compte que en fait, il y a des traces qui ont été laissées par l'esclavagisme. Donc, plus tu es clair, plus tu es beau. Et, et en fait, le pays, il appartient pas réellement aux Jamaïcains, puisque tout ce qui est touristique, c'est des étrangers qui gèrent ça. Tout ce qui est travaux publics, c'est les Asiatiques aussi. Et tu te dis, ah ouais, c'est plus compliqué. Je voulais te poser cette question-là parce que, en fait, je me suis demandé si on t'avait demandé, quand tu es arrivé là-bas, d'où tu venais. Est-ce qu'on t'a posé cette question? Je sais pas si on m'a demandé exactement d'où je viens. C'est sûr, ça paraît que je suis touriste parce que je parle pas anglais. Je parle anglais, mais pas de temps. Je suis juste comme, j'ai toujours l'air perdu, moi, dans la rue. Je me rappelle, je suis comme, I don't English. Donc, je pense pas qu'on m'ait explicitement demandé exactement d'où je viens. Mais je pense qu'ils savent tous que j'étais dans le resort, fait que c'est sûr que c'était pas de là. Est-ce que tu as déjà voyagé dans un autre pays avec une majorité de la population noire? J'ai jamais voyagé. C'était mon premier voyage à vie. Quand je te dis qu'elle m'a attrapée dans un coin, c'est vrai, OK? En avril, j'ai pris la décision de m'occuper de mon sex work comme une business. J'ai écouté beaucoup de vidéos de marketing, d'entrepreneuriat, de plein de conseils. J'ai tout appliqué. Tout appliqué. La majorité, j'ai concentré mes énergies. Puis j'ai décidé, je fais ça. Puis là, ce mois-là, en avril, j'ai fait 16 000. D'habitude, je fais en 3 000 piastres. Là, j'ai fait 16 000 $. Et j'étais tellement excitée que je l'ai dit à mon amie. Oh my God, j'ai gagné 16 000 $. Elle a dit, ah, ça veut dire que tu viens avec moi en Jamaïque pour ma fête? Elle m'avait demandé ça 3 mois avant. J'ai dit, mais tu es pauvre. Comment je vais faire ça? Et là, maintenant que j'ai dit, j'ai fait 16 000, j'étais comme, oui, je vais être là à ta fête. Quelle question. Donc, c'est mon premier voyage à vie. Avant ça, j'ai voyagé, mais dans le Canada. J'ai été comme au nord, chez les Autochtones, au Yukon, tout ça. Donc, c'était la première fois que j'étais dans un pays où la majorité des gens me ressemblaient. 100% du staff me ressemblait. C'était spécial. C'était chaleureux. Non, c'est vrai. Je marchais dans la rue, puis justement, j'avais ça en tête en allant parce que quelqu'un m'a dit ça avant de partir. Tu te rends compte quand tu es dans un pays où tout le monde te ressemble? Je sais pas comment le dire. C'est comme si, quand je suis ici à Montréal, c'est pas que je remarque les différences tant que ça par effort. Mais on voit quand même qu'il y a des différences. Quand c'est là-bas, puis c'est vrai, tout le monde, je sais pas, c'est comme s'il y a une sorte d'unicité. C'est comme si c'était comme, peut-être que je suis chez moi au fond, peut-être que je suis chez moi. Après ça, quand la personnalité embarque, ils se rendent compte que t'es pas chez toi parce que bon, l'accent, les valeurs, etc. À première vue, c'est comme si c'est confortable. Je trouvais. Dans ton introduction, tu as dit je suis québécoise, d'origine haïtienne. Du coup, tu as une double culture. Est-ce que tu as cette notion d'héritage ou alors pas du tout? C'est pas quelque chose qui t'a traversé l'héritage haïtien que tu as? Mais à transmettre à mes enfants, tu veux dire, ou que j'ai reçu de mes parents? Tu as reçu de tes parents? Je pense que j'ai reçu sans nécessairement y penser ou sans que eux y pensent. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont pensé, mais juste vu qu'ils sont nés là-bas, c'est eux. Ils me transmettent à Haïti, je veux pas. Ils parlent créole, je veux pas. La nourriture qu'ils mangent, la musique qu'ils écoutent, les valeurs qu'ils ont, veux pas, c'est tout haïtien. Mes grands-mères aussi, qui sont venues avec eux autres quand ils étaient plus jeunes, c'est ambiant dans la maison. Sauf que ma famille, en tout cas mes parents, là, ils n'ont pas essayé d'effacer le Québec. Tu comprends? Chez nous, c'est pas une bulle. Pas une bulle que quand tu es dans la maison, tu es dans la petite Haïti, puis quand tu sors, tu es dans un autre pays. C'est vraiment un mix. Je te dirais que chez moi, c'est vraiment le métissage. Parce que le lundi, on peut manger un plat traditionnellement haïtien, mais le mardi, ce sera quelque chose de traditionnellement québécois. Le mercredi, ce sera quelque chose d'ouvert sur le monde. Une recette qu'on a appris sur Internet. C'est la langue. Ils vont parler créole, mais aussi, ils vont comprendre quand quelqu'un parle joual. Des accents différents dans le Québec, loin là. Donc, chez moi, j'ai l'impression que c'est vraiment
un bagage rempli. Toi, tu parles créole? Oui, puis non, j'aime pas mon accent. Ok. Est-ce que je peux? Oui. Si je vais en Haïti, je vais parler créole, oui. Des fois, j'ai des clients qui m'écrivent, ils parlent juste créole, c'est correct, là, je fais. C'est juste que j'aime pas mon accent. C'est vraiment mon grand problème. C'est la chose avec l'anglais aussi. Je dis ça, mais c'est pas juste avec le créole. L'anglais aussi, j'haïs mon accent, donc je le parle le moins possible. Et je sais que moins je le parle, moins mon accent s'améliore. J'en ai conscience. Mais maintenant, il y a des écoles à Montréal. L'Institut, j'ai oublié le nom, mais je vais me rappeler. Toussaint, je pense, l'Institut Toussaint. Où est-ce qu'ils donnent des cours de créole. Donc, quand j'aurai des enfants, c'est là qu'ils vont l'apprendre, pas de moi. Ils vont l'apprendre direct à la source. Oh, c'est trop bien ça. Oui, à Montréal, oui, depuis quelques années, là. Donc, ils vont l'apprendre à la source et pas dans ma bouche parce que ouais, ça va commencer à être trop dilué, là, à un moment donné. Ce sera plus du créole, ça va être, je ne sais quoi. Donc, mais oui, si quelqu'un me parle en créole, mes parents, s'ils parlent, je comprends. Mes grands-parents, même chose. J'aime juste pas mon accent. C'est tout. Alors, tout à l'heure, tu as dit que chez toi, c'était mixte et qu'il n'y avait pas de Little Haïti. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les familles haïtiennes au Québec. Est-ce que tu dirais que, du coup, il y a une espèce de fierté communautaire chez les Haïtiens? Je te dirais que ça dépend quand est-ce que les parents sont venus ici. Je pense que la différence se fait avec la quantité d'intégration, on peut dire. Parce que, est-ce qu'ils sont fiers, les Haïtiens? Les Haïtiens sont toujours fiers. Je pense pas que j'ai rencontré de ma vie un Haïtien pas fier. Pas vraiment, là. Tout le monde est fier d'être Haïtien. On aime tous être Haïtiens. Ça va, là. Premier pays indépendant, ça va? Merci. D'accord. On est tous fiers d'être Haïtiens, ça va. On mange toute notre soupe d'indépendance le 1er janvier. Ça va. Maintenant, c'est ça. C'est que la ligne est tracée entre Haïtiens, Québécois, parmi ceux qui sont arrivés plus tard. Quelqu'un qui a immigré ici à 55 ans, la ligne est franche. Ça, c'est haïtien, ça, c'est québécois. Il peut faire 3-4 affaires québécoises, mais il est haïtien. Mes parents sont venus ici quand ils étaient jeunes ados. Ils ont fait leur secondaire ici. Ils ont leur école secondaire. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, lycée. C'est ça. Ils ont fait leur école chez nous, c'est secondaire. Hein. Ici. Donc, ça fait très longtemps que les lignes se mélangent entre les choses haïtiennes, les choses québécoises, les valeurs haïtiennes, les valeurs québécoises. Ils sont 100% fiers du côté haïtien sans rejeter l'autre bord. Parce que comme je te dis, les lignes sont floues. Je pense que ça va avec le nombre de temps que tu es ici. Mes parents ont fait plus de temps ici qu'en Haïti maintenant. À l'âge de 6 ans, ils ont littéralement fait plus d'années ici. Mais c'est ça, plus c'est récent, l'immigration, je pense, plus c'est rigide. Mais qu'après ça, l'haïtien reste haïtien. C'est juste qu'il accepte des fois de manger dans un resto qui a de la poutine. Est-ce que tu aimerais aller en Haïti un jour? Je sais pas. La seule fois que j'ai dit que je devrais y aller, on me dit pas maintenant, le pays est pas bon, pas maintenant. Je sais pas quand est-ce que ça va être bon d'abord. Parce que si chaque année c'est pire, j'aurais dû aller l'année d'avant donc. Mais j'ai aussi pas envie de me faire kidnapper. Je sais pas si kidnappe tout le monde, mais on dirait que j'ai peur parce que tout le monde parle juste de ça. Dans tout pays, il y a du positif et du négatif. Hein. J'entends tellement toujours juste de négatif que c'est quasiment effrayant. Je ne veux pas croire qu'il n'y a pas de positif dans un pays complet, franchement. Les Antilles françaises, il y a beaucoup d'immigrés haïtiens parce qu'ils viennent chercher la sécurité, tu travailles plus facilement, etc. Et j'ai toujours entendu les gens autour de moi dire que, en fait, Haïti, c'était une malédiction. Il y a toujours un truc qui se passe à Haïti. Si c'est pas un cyclone, c'est un tremblement de terre. Si c'est pas un tremblement de terre, c'est la guerre civile. Il y a toujours un truc à Haïti. Moi, j'ai voulu aller à Haïti aussi. Le souci, c'est que en fait, en termes de sécurité, il y a toujours un truc. C'est ça. Donc, si c'est pour mourir à Haïti, voilà. C'est ça, je reste où je suis là. Je reste assise où je suis. J'ai pas besoin de mourir là. Et c'est ça l'affaire. Mais je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est un très beau pays et il y a pas du tout de publicité positive, tu vois, autour de Haïti. Alors que franchement, je pense que c'est un super pays. Je t'ai posé cette question parce que dernièrement, là, je suis allée au carnaval de Londres, Notting Hill, et c'est un carnaval qui est caraïbéen. Et une fois en août, une fois par an en août, tu as ce carnaval-là où tu as toute la Caraïbe. Donc, tu as Sainte-Lucie, tu as les Antilles anglaises, françaises. Et ils vendent des drapeaux. Du coup, le drapeau d'Haïti. Et moi, j'ai une amie avec qui je suis allée là-bas. Elle est haïtienne.
Et à chaque fois qu'elle mettait son drapeau, il y avait toujours un Haïtien ou une Haïtienne qui venait vers elle et qui était chaleureux, qui était Haïti chérie. Tu vois, Ben il y a oui. toujours un truc qui fait que les Haïtiens et les Haïtiennes entre eux, j'ai l'impression qu'ils sont très soudés. Est-ce que tu as l'impression que la communauté haïtienne, elle est incluse ou intégrée à la population canadienne? Tu me disais que là, avec ta famille, tu avais cet exemple-là. En tout cas, ils avaient réussi à s'intégrer et ils étaient intégrés. Est-ce que de manière plus générale, si tu prends les anciennes générations et les nouvelles générations, maintenant, actuellement, tu as l'impression que les Haïtiens sont intégrés à la population canadienne, pas simplement québécoise, hein? C'est que je te dirais que, on va dire qu'il y a un cercle. On est tous dans le même cercle, mais ils sont de dos à nous. Tu comprends? Fait qu'on est intégrés. Mais à tout moment, à tout moment, à la moindre incartade, on n'est plus vraiment Canadien. On n'est plus vraiment Québécois. À la moindre. Ah, mais vous les Noirs. Ah, d'accord. Mais on est. Par exemple, si on va à la NBA, on est tous des Québécois. Si on est à la NBA, c'est des jeunes Canadiens qui vont à la NBA. S'il manque un but et qu'il fait perdre l'équipe, un panier, il fait perdre l'équipe, tout d'un coup, c'est un Haïtien. Tu comprends? Pourquoi on l'a amené à la NBA? L'Haïtien compétent. Les Haïtiens sont paresseux. D'accord. Mais quand c'était les Haïtiens qui sont venus de leur pays apprendre le français aux gens ici, c'était correct. On parlait bien français. Maintenant, tout d'un coup, on n'est plus capable de dire des R, on parle qu'on est babouin. C'est ça. C'est qu'à la moindre écartade, on n'est plus assez bien. Pour être, entre guillemets, intégré, il faut être parfait selon des critères impossibles parce que techniquement, les Canadiens sont imparfaits, eux autres aussi. T'sais, quand un blanc commet un crime, il n'est pas plus blanc. Personne lui dit, ah, ben, t'es plus Canadien maintenant que tu. Non. Un Québécois comme un crime, c'est pas le Québec qui a fait le crime. C'est pas, oh, mais vous, les Québécois. Non. Mais quand il y a une personne noire, une personne haïtienne, là, tout d'un coup, ça devient tout le panier. Et que comme en surface, on est intégré. Mais quand tu regardes bien, ils sont de dos à nous quand même, malheureusement. Ok, du coup, vous êtes intégrés, mais pas inclus. C'est ça. Parce que la force, c'est que souvent, au Québec, surtout, ils aiment ça nous voir intégrés parce que on parle français. Ils aiment ça, les francophones, ils aiment tout le monde qui parle anglais. Donc, dans ce Canada anglais, nous, on est l'immigration francophone. Alors, ils sont contents pour ça. Ils ne sont pas contents pour plein d'autres choses. On dirait aussi pour eux, des fois, que juste parler français, ça veut dire intégration. On dirait que ça n'en prend pas beaucoup et trop à la fois. Parce qu'on dirait que quelqu'un qui aurait toutes les valeurs québécoises, sauf par l'anglais, ils vont être comme, nope, tu parles anglais, t'es pas québécois. C'est un oui et non, la réponse, au fond. Je comprends ce que tu me dis. On vit la même chose en France pendant très longtemps. Les gens, ils ont tellement l'habitude d'entendre ça, tu vois, qu'ils n'y prêtent même plus attention. Sauf que quand t'es né sur l'Hexagone, c'est-à-dire la France même, tu vois, et quand tu as vécu dans les dom-toms et que après tu viens en France, tu te rends compte qu'il y a un problème. Nous, on avait une athlète qui a couru aux Jeux Olympiques et tout. Elle s'appelle Marie-Josée Pérec. C'est une Guadeloupéenne. Quand elle gagnait une course, c'était la Française. Ouais. Pareil que toi, ce que tu as dit, hein. Et quand elle perdait, c'était la Guadeloupéenne. C'est ça. Et pareil pour tous les autres, en fait, c'est toujours... Il y a toujours cette distinction. Et les Blancs, quand tu leur fais remarquer, ils te disent, mais non. C'est une coïncidence. C'était juste pour varier les mots dans l'article. Je pense pas qu'ils ont remarqué. Moi, je donne le bénéfice du doute. Waouh, ça fait 50 ans que vous donnez le bénéfice du doute. Et ils donnent toujours le bénéfice du doute à eux. Hein. C'est jamais de notre bord le bénéfice du doute. C'est jamais je te donne le bénéfice du doute de te croire. C'est toujours je donne le bénéfice du doute que toi, t'es folle. Et eux, ils sont innocents. Ah, je pense qu'avec le temps, en France en tout cas, ça évolue un peu. Mais je suis pas étonnée de ce que tu me dis qui se passe au Canada. Je pense que ça se passe dans d'autres pays aussi où tu as beaucoup d'immigration de personnes noires, tu vois. Elle est comment ta vision du système d'immigration au Québec? Parce que moi, quand j'y suis allée, j'étais là, oh mon Dieu, mais il y a du travail partout. Je recherche tout le temps des gens pour travailler. C'est incroyable ici, il y a du travail partout.
Les gens, t'as des grandes banderoles partout. On te dit, on cherche quelqu'un. Ah ouais, t'as vraiment un manque de main-d'œuvre. Hein. Vraiment. Mais quand tu regardes le système d'immigration au Québec, il est très, très strict. Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Par rapport à ce qu'on fait en ce moment pour choisir nos immigrants ou par rapport à... Parce que moi, j'aurais dit, et nous, j'ai envie de leur dire, là, pendant 5 ans, prenez 0 immigrants. OK? Parce que là, à chaque problème qui existe, c'est la faute des immigrants, c'est la faute des immigrants. Prenez-en pas pendant 5 ans. Puis si les problèmes persistent, fermez vos gueules, les prochains qui rentrent, parce que c'est clairement pas leur faute. Puis si ça règle vraiment les problèmes, well, vous aviez raison, parfait, les problèmes sont réglés. Parce que toujours le problème, c'est les immigrants, les immigrants, les immigrants. Et moi, ça commence à me taper sur les nerfs. Parce que si le problème, c'est vraiment ça, arrêtez d'abord d'en faire rentrer. Ça sert à quoi de nommer un problème puis de continuer là? Oh non, mais le problème, si les loyers sont chers, c'est parce qu'on ne peut pas loger tout le monde. C'est la faute des gens qui n'ont pas de logement si les logements sont chers. C'est pas la faute de ceux qui les possèdent, c'est pas la faute du prix du matériel. C'est la faute des gens qui n'ont pas de maison. Si les maisons sont chères, les gens, ils arrivent, ils sont sans emploi. C'est la faute de quelqu'un qui est sans emploi si toi, tu n'as pas de job. C'est peut-être la faute de l'employeur qui cherche des gens à salaire plus que minimum. Peut-être que c'est eux le problème. Mais ça ne va rien changer à l'immigration, ça, parce que c'est toi qui vas avoir la job au salaire moins que minimum. Et comme tu dis, on cherche partout. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas d'emploi, wow, je ne pense pas que c'est la faute du voisin. Et peut-être que toi, tu n'es pas employable. Peut-être que le CV que tu envoies n'est pas bon. Peut-être que ton entrevue n'est pas bonne. Parce que malheureusement, on voit des gens qui se sentent supérieurs à l'emploi en tant que tel. Ils ne veulent pas travailler chez McDonald's parce qu'ils sont mieux que ça. Ouais. Quand quelqu'un immigre, souvent, il est médecin dans son pays, chauffeur de taxi ici. Tu penses qu'il marche en disant, moi, je suis supérieur à ça, le taxi. Non, il prend l'emploi. Alors, peut-être que c'est toi aussi, tu prenais l'emploi. Tu ne pourrais pas te plaindre que quelqu'un a pris ta job. C'est moi. C'est dans ma tête. J'ai envie de leur dire, vous voulez pas d'immigrants parfaits pendant 5 ans, prenez-en pas. Puis j'espère que vos problèmes vont se régler, là. Je pense pas que c'est ça qui va régler les problèmes. Je pense même que ça va accentuer. Tu comprends? Moi, je pense que il y a encore moins de gens pour remplir ces emplois qui sont à trouver, mais ils chercheront, la gang, ils chercheront. Les immigrants sont là, ils payent leurs taxes aussi, non? Tous ces services de santé que vous aimez utiliser, des immigrants ont payé pour. Maintenant, on va les enlever, voir. OK? On va payer juste entre nous, voir. Faites pas d'enfants, vieillissez la population. On va voir qui va s'occuper de nous, là. On va voir qui va s'occuper de nous dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Bonne chance, la gang. Moi, c'est ça que j'ai envie de leur dire. Arrêtez l'immigration 5 ans! Et puis, régler les problèmes, on va voir. Parce que comme je dis, le pire qui va arriver, c'est qu'ils avaient raison. Puis que c'était vraiment l'immigration le problème. Et puis, ben, ça, alors, ça va être réglé. On aura la preuve, alors. Personne ne pourra dire, oh, ils sont racistes. On va dire, ils avaient raison. L'immigration était le problème. J'aime trop que tu aies sorti le mot raciste parce qu'on va juste transitionner là-dessus. Tu connais Bell Hooks? Oui! Ok, je vais te lire une citation qu'il y a dans son livre Salvation. Je vais te poser une question après, ok? Ok. Alors, la citation, c'est la suivante. Il n'a pas été facile pour les femmes noires de garder foi en l'amour dans une société qui a systématiquement dévalorisé nos corps et nos êtres. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? En termes d'amour-propre, chaque jour, on comprend qu'on n'est pas assez bien. Chaque jour, on comprend que notre corps est non désirable, sauf sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand tu as les lèvres que tu as, c'est une femme noire avec tes lèvres, t'es un babouin, right? Mais si c'est une femme blanche qui s'injecte pour avoir les mêmes lèvres que toi, c'est magnifique. Quand tu es une femme noire avec des formes, toutes les insultes sont possibles. Parce que, je vais dire grosse, mais les gens traitent de grosse là depuis à toute grosseur. Il n'y a pas aucune grosseur, les gens ne traitent pas de grosse là. Mais quand tu as une Kim Kardashian qui se l'injecte dans le derrière, là, oh, là, c'est beau, hein? Là, ça devient la mode. C'est fun, c'est trendy. C'est comme, OK, quand tu veux avoir tes cheveux au natural, bah, c'est un problème, ça distrait les gens. C'est laisser ses cheveux lourds pousser dans l'orientation qui pousse naturellement. Tout le monde peut faire ça sauf nous. Nous, magiquement, c'est un problème. Attends, mon Dieu, tu t'es coiffé en années 70? Non, j'ai laissé les cheveux pousser de mon crâne.
Dans les années 70, on avait les cheveux crépus et en 2025 aussi, hein, c'est pas une mode. C'est même pas, je sais pas comment, c'est juste comme ça qu'ils poussent. Je peux pas vraiment, qu'est-ce que je te dis? La C'est question juste des comme ça cheveux qu'ils poussent. bleus, Aïcha, c'est un truc, hein? Hein, c'est juste comme ça qu'ils poussent, les gars. Donc, on comprend sur les médias sociaux, là, tous ces gens qui viennent. Oh mon Dieu, non, les femmes noires, là, on n'aime pas ça parce qu'elles ont des perruques. Alors que tout le monde me dérange, toutes couleurs confondues. Mais ça marche, sur nous, c'est un problème. Sur les autres, c'est correct. Sur nous, c'est un problème. C'est difficile, je trouve, l'amour-propre. Quand chaque jour, tu vois tous les signes qui disent de ne pas t'aimer. Toutes les choses que tout le monde haït sur tout le monde, c'est sur toi. À cause du colorisme, il veut toujours être plus pâle, toujours des cheveux plus lisses, toujours des yeux plus clairs. C'est comme, ok. Le nombre de gens qui veulent avoir des bébés métis pour pas avoir des bébés noirs. Non, mais ça, c'est fétichisé, en fait, hein. Ah Mais oui, 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 100%. Tu sais, je l'ai entendu plein de fois hein, quand j'étais plus jeune. Hein. Les métis, ils sont trop beaux. Moi, je veux juste être avec un noir pour avoir des métis. Moi, j'avais des personnes dans mon lycée. Je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans. Donc, quand j'étais au lycée, j'avais des camarades de classe qui disaient, moi, je veux me mettre avec un blanc, mais juste pour avoir des enfants métis. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'est rentré dans la tête des personnes noires. D'avoir un bébé plus clair. Bien décourageant. Fait que je suis d'accord avec son propos. C'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Même pour aimer les autres hommes noirs. Chaque jour, on entend du mal sur eux. Oh là là, ils sont des criminels, ils sont violents, ils sont méchants, ils sont ci, ils sont ça. Ils restent pas dans les familles, ils pètent, ils vont à prison. Tout ça, c'est la faute de qui d'ailleurs? Même si c'était vrai, c'est la faute de qui, la gang? C'est pas la faute à eux, certains, là. Je veux dire, tout le monde n'a pas de responsabilité sur sa propre personne, ça, oui. Mais on va dire, comment ça, leur surreprésentation là, dans la prison, c'est pas leur faute à eux, certains, c'est profilage racial. Parce que moi, maintenant, là, ils veulent me convaincre d'haïr mes gens pour quelque chose que eux font, les conséquences de leurs actions. Et moi, je dois haïr mes gens pour ça. Et ça marche, I guess, parce que ça a l'air de marcher, parce qu'on a vraiment l'air de s'haïr des fois. Pauvre nous. Le mot misogynie noire, ça te parle ou pas? Je vois ça comme une sorte de misogynie qui est pas mal juste aux femmes noires. Des choses que les autres ne peuvent pas vraiment vivre comme réalité. Ben parce que quand on est noir, c'est ça, on vit le racisme d'une part, on vit la misogynie d'une part. Et on vit les deux en plein milieu. Incroyable cette vie. J'aurais dit ici, là, en 2025, je vois beaucoup de débats sur les femmes au foyer, les femmes traditionnelles. Les femmes traditionnelles restaient à la maison pendant que les hommes allaient travailler. Puis des fois, je parlais avec mon ex de ça. Puis des fois, je lui demandais, tu sais, nous, étant haïtiens, étant en Amérique, je pense vraiment que les femmes noires, on ne travaillait pas avec vous. Je comprends pas. Ça veut dire que dans le temps de l'esclavage, là, d'où nous tous on sort là, les hommes, vous étiez fouettés dans les champs, puis nous, on était à la maison à Happy Land. On a toujours travaillé avec vous, les gars. Mais on n'était pas considérés comme des vraies femmes. Même quand on se faisait violer, agresser, ça comptait pas comme une agression parce que on peut pas vraiment violer une femme noire. Des noirs, c'est sexuel. Ça peut pas vraiment être violé, c'est toujours consentant. Ou même, on s'en fout de son consentement, c'est un animal. Donc, problème. Il y a des choses que la femme blanche ne peut pas vraiment avoir vécu parce qu'ils sont toujours une femme, eux autres, hein, ça a l'air. Mais nous, on est là à vivre double, triple, quadruple oppression pour des raisons différentes. C'est tough. Tout à l'heure, on parlait du fétichisme Mhm. ethnique. Est-ce que toi, pour ton travail, c'est un atout ou c'est un frein? Pour moi, spécifiquement, honnêtement, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ça peut être les deux. OK? Si ça joue sur ta santé mentale, c'est un frein. Hein. Si tu le prends personnel ou que ça t'atteint venant des clients, je te dirais, c'est négatif pour toi, c'est un frein, un gros frein. Ça peut être un atout si tu l'exploites. Hein? Si tu veux annoncer que tu vas être la première noire, c'est correct, c'est ton marketing. J'essaie vraiment de séparer le business de moi, donc oui, j'ai des clients que c'est des fétichistes, mais on dirait que j'essaie vraiment juste d'offrir le service et puis partir. Tu sais, dans ma vraie vie, je ne veux pas sortir avec un fétichiste. Ouais.
Mais pour le travail, si c'est fait dans le respect, entre guillemets, ça ne pas d'insultes, ça me va. Parce que des fois, il y en a à la cam qui te demandent si je peux utiliser le N-word, puis je suis comme non, ça c'est trop pour moi. Ça, c'est trop pour moi. Ça, vraiment, c'est ma limite. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je peux être ta première noire? Oui. Je peux être belle pour une noire tant que tu veux. Je peux être toute pour une noire. Mais le N-word, ça va vraiment pas être possible avec moi. Il y en a beaucoup qui aiment l'humiliation. Qui veulent qu'une femme noire les humilie pour leur dire qu'ils sont des merdes et puis qu'ils ont des petits pénis. C'est correct, ça me va. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que ça se voit qu'ils font juste fétichiser parce que si n'importe qui a un kink de comme domination, c'est pas moi que tu dois venir voir. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis là, je suis un petit clown. Comment je veux dire, je suis pas. Mais autres, ils imaginent une femme noire, grosse, imposante, et puis qui donne des ordres. Je suis comme, c'est trop pas moi. Moi, je suis là à rire, hi, ha, ha. On regarde. Tu connais les Animaniacs? On regarde les Animaniacs à la télé, la gang. Ça, c'est moi. Donner des ordres et des coups de fouet, c'est juste parce que je suis une femme noire que tu me demandes ça. Parce que c'est impossible, c'est parce que tu m'as vu, tu as vu mes choses, puis tu as pensé que c'était quelque chose que je faisais. Comprends? Mais comme je te dis, je vais prendre leur sous, là. Sans aucun problème. C'est que ça pourrait pas. Dans ma vraie vie, je pourrais pas. En dehors du travail, je pourrais pas. Parce que vraiment, j'essaie de vraiment. Je veux vraiment pas le voir personnel parce que ils me connaissent pas. Tu comprends? Même en tant que travailleuse, je sais que les gens me font penser que tu es une conne. Pense que je suis une conne. C'est correct, Coco. Tu veux me payer 300 $ chaque heure pour me trouver conne, trouve-moi conne. Je dis, pense que je sais pas compter. Explique-moi la vie. J'ai pas de problème. C'est juste ça pourra pas quelqu'un dans ma vraie vie. Dans ma vraie vie, j'ai besoin que tu m'écoutes parler et puis que tu vois qu'on est des neurones tous les deux quand même, mon Dieu. Sinon, c'est pas. Et que ça peut être un frein parce que j'ai conscience que c'est pas tout le monde qui sépare les deux. On dirait que je sais pas si je suis folle, mais moi, dans ma tête, je sépare vraiment les deux, donc ça va. Tu sais, je dois voir comme un service à la clientèle. Tu sais, le client qui est bête, m'en fout. Première fois, m'en fout. Deuxième fois, m'en fout. Après ça, non, mais parce qu'à un moment donné, je suis très souriante, là. Tu comprends? T'es bête, je suis souriante. Tu m'insultes, fini. Comme je te dis, tant que dans le respect, ça va. Avant ça, si tu souris pas, ça va. Mon Dieu, comment je vais prendre personnel ta mauvaise journée? C'est ta journée. Ça gâche pas ma journée, monsieur. Tout ça pour une frite? OK. Garde ta journée, je garde la mienne, j'égaye la mienne, j'essaie de te transférer la bonne humeur. Si tu ne la veux pas, c'est correct, il y en a pour le prochain. Mais le moment où le manque de respect arrive, c'est là le problème. Bon, là, au moment où il y a insulte, problème. Avant ça, indifférente. Tu sais que genre N-word, c'est vraiment un truc très Amérique du Nord. Oui, vous dites pas ça, vous? Alors, moi, j'ai une... en fait, on dit noir. Non, pas pour dire noir, c'est pour dire nègre. Je sais que c'est pour dire nègre, mais Ok. en France, on te dit le noir ou la noire. Négresse, c'est vraiment... Moi, hein, depuis que je suis arrivée en France, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, j'ai 35 ans, ok? Je ne l'ai jamais entendu. Même des personnes d'extrême, d'un bord politique extrême ou quoi, moi, l'ai jamais entendu. Par contre, quand j'étais en Guadeloupe, c'était les mots qui définissaient une personne noire. Oui, c'est ça. En Haïti aussi, c'est ça. Tu Nègre, vois, ça tu veut dis, juste dire ouais, homme. c'est une négresse, un nègre, mais parce que chez nous, en fait, on a aussi des Indiens, tu vois, donc on dit, Oui, ben, c'est c'est ça. un Indien, on te dit, t'es une chabine quand t'es clair de peau, tu vois. En fait, ça c'est pas considéré comme une insulte, mais je suis d'accord que quand un blanc l'utilise, ça prend une autre dimension. C'est ça. Ça, c'est Et très louche. ben, Parce que pourquoi tu veux dire ce mot-là spécifiquement, monsieur le blanc? Pourquoi c'est ça exactement que tu veux me dire, monsieur? Moi, c'est ça, je vais jamais comprendre. Parce que, comment dire? Parce que comme tu dis, mais comme nous, en créole haïtien, ça veut juste dire homme. Fait que si tu me le dis, je sais que tu dis homme. Mais en français, ça veut pas dire homme, donc pourquoi tu veux me le dire? En français, on sait tous ce que ça veut dire, alors pourquoi c'est ça que tu veux me dire? Je vais jamais comprendre. Puis aussi, je trouve que les gens ne disent pas comme ça à qui mieux. Ils disent, quand ils chantent des chansons de rap, et puis que le rappeur le dit, oh, on se laisse aller parce que c'est une chanson.
Me suis dirigée généralement à personne, c'est pas mal juste la chanson qu'ils chantent. Le pire, c'est qu'ils sont tellement fous. Je pense pas qu'ils le disent, donc, mais je pense que l'idée de pas avoir le droit de le dire, c'est ça qui les enrage. C'est ça qui les excite. C'est ça. Parce que je pense pas qu'ils ça sort comme ça dans un contexte. Je pense pas que les gens disent juste ça comme ça. Oh, allô, mon nègre. Non. Mais je pense que de savoir que les Noirs leur ont dit, et pas juste, ils n'ont pas le droit, hein, les Noirs leur ont dit qu'ils n'ont pas le droit. Ça, c'est pire. Un Noir qui t'enlève un droit? Mais c'est quoi cette histoire? On est dans le monde à l'envers ou quoi? Comment ça, les Noirs veulent m'enlever le droit de dire des mots? Mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Et là, ils s'amusent à nous sortir des livres, des types de livres où est-ce qu'il y a le mot pour nous montrer qu'ils peuvent dire la liberté d'expression. Moi, j'aime ça leur dire, la gang. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui t'enlève un droit. C'est juste que la réaction des autres, tu peux pas la prévenir. Fait que si toi, tu as le droit de le dire et que accidentellement tu reçois un coup de poing, pleure pas. C'est juste ça. Reçois-le comme un chef. Qu'est-ce que je dis? Tu veux aller marcher à Montréal-Nord, crier le N-word, et puis sans faire que tu te fais tabasser, pleure pas. C'est tout. C'est comme c'est les conséquences de tes actes. Si moi, je décide que je marche, je vais dans l'océan avec plein de steaks saignants sur moi, si un requin me mange, est-ce que je peux me plaindre? Est-ce que je peux me plaindre? Je suis allée avec paquet de sang autour de moi. Qui suis-je suis allée? J'étais là-bas. Donc, toi, tu veux marcher N-word, sale, N-word, pow. Coup de poing. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que j'ai à dire. Liberté d'expression ne veut pas dire liberté de conséquence. Au Canada, il y a eu de l'esclavage. Et ça, c'est un truc qui est vraiment pas répandu. C'est-à-dire qu'on n'en parle presque pas. En tout cas, moi, avant d'aller au Canada, je savais pas qu'il y avait eu de l'esclavage au Canada. Tu vois, j'étais en mode, quoi? On est les good guys. On est les gentils dans le livre mondial. On est les gens qui s'excusent quand la porte se ferme, là. Notre stéréotype, c'est qu'on est vraiment, vraiment... Ben, à côté des États-Unis, c'est pas dur à avoir l'air gentil, non plus. C'est comme... Les autres sont les méchants. Vu qu'on est comparé à un pays où est-ce que l'esclavage était gros comme le bras, maintenant que tu mets l'esclavage gros comme un petit doigt, tout le monde est comme, mais c'est pas beaucoup, c'est quand même trop. La gang, c'est quand même trop. Même juste un, c'est trop. Puis qu'on a eu de l'esclavage ici, des personnes noires, mais aussi des personnes autochtones, hein. Beaucoup des personnes autochtones. Il y a eu les pensionnats qui étaient des kidnappings des enfants autochtones pour les mettre dans des écoles avec tous ces pédophiles qui les agressent, les violent, qui font des tests sur eux comme si c'était des animaux. Le guide alimentaire canadien, si je me souviens bien, ils testaient pour savoir c'est quoi le minimum que les humains doivent manger pour être en santé sur eux. Fait qu'ils leur donnaient un minimum ici, ils donnaient pas ça, des carences de ci. Ah, ça fait ça des carences en fer. Ah, OK. Ah ouais, faut vraiment leur donner 3 repas par jour, sinon c'est testé sur les enfants ici, là. Les enfants autochtones. Ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leurs parents, ils sont fait agresser par tous ces prêtres et autres. I guess, il n'y a pas juste les prêtres. Ouais, non, c'était un enfer sur Terre pour tout ce qui n'est pas blanc, faut croire. On avait des esclaves américains libérés enfuis. Ils sont venus se réfugier au Canada, puis qui ont fait leur mini-ville. On avait des villes, Afriqueville, une petite ville canadienne là, de 100% afro. Tout d'un coup, le gouvernement oublie que l'eau potable doit passer par là. Finalement, le gouvernement oublie que les poubelles doivent se ramasser par là. Qui fait que la ville est maintenant en morceaux, délabrée, tout ça, c'est comme la gang. C'est pas comme si on ne savait pas faire nos propres affaires, mais chaque fois qu'on fait quelque chose, ça se brise. Et même aux États-Unis aussi, quand ils se partent une communauté et que ça fonctionne. Mais tout d'un coup, par accident, ça brûle. Coïncidence. Tout allait bien chez les Noirs et là, leur maison est brûlée, toute la gang. C'est tough, mais oui, il y a eu tout ça ici, même si on le cache. C'est le bon mot. C'était bien caché. Je sais que quand je suis venue, j'avais regardé un petit peu pour voir l'histoire, parce que je sais qu'il y a énormément d'immigration haïtienne, mais pas que. Tu as des Nigérians, tu as une forte population noire quand même qui migre au Canada, au Québec. Et j'avais regardé pour voir qu'est-ce qu'il y avait autour de l'histoire, tu vois. Et c'est là où je suis tombée sur, il y avait un gars en fait qui faisait une visite guidée des lieux qui avaient été marquants pendant l'esclavage. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait eu de l'esclavage
au Québec. Et j'étais là, ah ouais, mais personne n'en parle. Et en fait, c'est hyper important. Et même quand on va au Québec, moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça. C'est quand seulement j'ai été rechercher des informations et tout, tu vois, pour faire la trame que je t'envoyais, Ouais. que là, j'ai vu que, ah ouais, mais en fait, il y avait vraiment une histoire. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves, mais il y en a quand même eu. Je sais plus, j'avais retrouvé les chiffres, mais il y en a eu, quoi. Il y en a eu peut-être plus d'une centaine, hein. Donc, il y a quand même eu du monde. Et en plus de ça, il y a eu les autochtones aussi qui ont subi l'esclavage, quoi. Donc, le Canada est pas tout blanc. Non, non, c'est ça. C'est Rito qui fait les visites. Rito Joseph. Si tu vas sur, pour ceux qui écoutent à la maison, là, si tu vas sur Black Montreal Experiences, blackmontrealexperiences.com, tu peux aller voir les visites. Puis tu vois, le pire, c'est que ça, c'est quand même des choses récentes. Et dans le sens de, c'est récent que l'information, je trouve, circule. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Tu comprends? Si tu veux encore aujourd'hui, là, ouvre un live sur TikTok et puis remplis-le de Québécois, puis dis-leur qu'il y a de l'esclavage ici, ils vont te dire non. Ils vont dire, on n'est pas les États-Unis ici, là, il n'y a pas d'esclavage ici, là. Et là, on va leur demander, mais il y a une statue. Ah, je sais plus c'est quoi son nom. Juliette Joseph de Montréal, là. Justement, c'était une esclave qu'on a accusée d'avoir brûlé Montréal. Alors, comment tu vas me dire que tu as une statue d'une, entre guillemets, esclave et il n'y a pas d'esclavage? Explique-moi donc qui est cette personne sur la statue. Si vous voulez me dire qu'il y a une esclave qui a brûlé Montréal, elle est esclave de où donc? Si c'est pas une esclave de Montréal. On a vraiment fermé les yeux sur ce pan de notre histoire et on a embelli des choses. Parce que je me souviens que quand j'étais au secondaire, on a parlé des pensionnats, mais jamais ils nous ont parlé des atrocités qu'il y avait dans les pensionnats. J'ai juste compris que, il y avait des écoles qui étaient pour les autochtones. C'est tout. C'est ça que j'ai compris, moi. Pour moi, pensionnat, là, c'était genre l'école, on va dire que t'es adopté ou comme, dans les films, là, les écoles privées des riches, là, que tu vas puis tu dors là-bas, tu comprends? Moi, c'est ça que je voyais pensionnat. Pas la maltraitance et ne pas les nourrir et les violer tous les soirs. Pas les brûler quand ils parlent pas le français parce qu'ils veulent parler leur langue. Pas les empêcher de parler leur langue autochtone. Pas les prendre de leurs parents sans le consentement de leurs parents puis jamais les ramener. Moi, je pensais juste que c'était une école pour eux. C'est tout, c'est juste ça. J'aurais pensé que tout le monde peut aller là, mais c'est juste que là, vu que, bon, c'est plus facile dans leur région peut-être, alors ils sont tous sur des réserves et qu'on fait des écoles pour eux. C'est ça, j'ai compris. Là, pour ça, depuis quelques années, on entend des chiffres circuler, puis c'est le nombre de corps qu'on retrouve en dessous de ces écoles. Well, c'est pas ça que j'ai appris à l'école, moi. J'ai pas appris qu'on les tuait, ces enfants. Ouais, ça a pas l'air de les déranger. Ça a l'air qu'on dirait qu'en surface, ils disent, ah oui, c'est triste, mais on dirait vraiment que le trafic les dérange plus. Les cônes oranges, puis les pistes cyclables les enragent plus que ça. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je suis comme, ah, ok. I guess que les humains sont moins importants que les pistes cyclables. Non, c'est vrai. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression qu'ils donnent. Juste réparer les vocations, on dirait que pour moi, c'est plus important que de calculer combien d'immigrants il y a. M'en fous. Tu comprends? Les gens viennent ici, ils trouvent la job qu'ils veulent. Et puis voilà. Puis même en plus, ils mettent tellement de bâtons dans les roues des immigrants qui arrivent ici. Je suis comme, la gang, vous arrêtez pas de vous plaindre qu'on manque de médecins, mais tous nos médecins sont chauffeurs de taxi. Il faut arrêter. Dites-moi pas que vous manquez de médecins, donc. C'est tous les gens qui sont médecins viennent ici, vous leur laissez pas faire la médecine. Et puis, je dis pas laisser tout le monde free for all, parce que c'est vrai que dans d'autres pays, il y a d'autres normes, il n'y a pas de stress. C'est juste que, quand même, dans d'autres pays, il y a d'autres normes, mais ils vivent quand même, les gens. Hein. On ne demande pas d'engager les médecins qui ont tué 100% de leurs patients. Vous pouvez faire un an de mise à jour ou quelque chose, il n'y a pas de stress. Non, mais ils n'ont pas les mêmes normes. Mais si l'entreprise a des normes différentes, tu es capable d'adapter quand même. Même si dans ton pays, il n'y avait pas d'alcool pour se désinfecter, ben, ici, il y en a. C'est juste ça la règle. Hein. Ils sont pas... J'ai étudié en médecine, ils sont capables de comprendre 2-3 règles. Je pourrais croire. Tu as étudié en médecine dans ton pays, mais tu ne peux pas t'adapter magiquement à les différentes manières de laver les instruments ici. Je ne comprends pas. Tu sais, peut-être le problème est plus grave, plus profond, puis je le connais juste pas. C'est pour ça que ça a l'air simple, parce que je ne le connais pas. Tu comprends? Peut-être que c'est parce que je vois trop la surface et je n'ai pas de problème avec ça, j'accepte mon ignorance. Mais je me dis,
y a-t-il moyen que quelqu'un soit nous explique pour que justement tout le monde qui chiale arrête de chialer, ou soit il règle? Je comprends pas pourquoi personne règle le problème, en fait. On est là, on parle. Tous ceux qui peuvent régler, réglez-le, puis c'est fini, là. C'est plus important ça que que d'aller voir les communautés autochtones pour faire des ententes et les respecter. Faire des ententes, on est bon là-dedans, les respecter moins. Le Canada fait beaucoup d'ententes qu'ils ne respectent pas. Le Canada fait beaucoup de promesses aux autochtones. Il ne fait pas. Ensuite, on fait des plans d'action. On donne des idées de comment réparer les pots cassés et on en fait 1 sur 15 aux 10 ans. Donc, clairement, je te dis, les petites filles, c'est vraiment un gros problème au Canada. Hein? C'est vraiment ça notre priorité mentale, faut croire. Tout à l'heure, on en parlait en off, mais je te disais que en fait, ça n'existait pas le mois de l'histoire des Noirs en France. Aux États-Unis, en fait, le mois de l'histoire des Noirs, ça a été mis en place en 1915. Ok. Et au Canada, ça a été mis en place seulement en 2007. Aucune difficulté à te croire. Québécois, pardon. Du coup, quand j'ai été chercher, je me suis dit, mais c'est bizarre que c'est pris autant de temps. Et en fait, ça fait écho avec tout ce que tu viens de dire. C'est que on ferme les yeux. Parce que sous prétexte qu'il y a eu moins d'esclaves au Québec, au Canada, du coup, il n'y a peut-être pas besoin de mettre en place le mois de l'histoire des Noirs, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai été regarder un petit peu ce qui était proposé sur ce mois parce que je me suis dit, bon, ça se trouve, il y a des trucs intéressants. Et en fait, j'ai lu que le but de ce mois, en tout cas au Québec, c'était de prendre en compte l'apport des Noirs dans la mémoire collective ainsi que d'améliorer leur image au sein de la société. Yeah. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais cette phrase, elle veut tout dire, quoi. Imagine, t'as besoin de ça pour améliorer l'image d'une gang qui est là depuis toujours. Lol. Moi, je n'arrête pas de dire que ça me fait royalement chier qu'on ait besoin de ça. Bon, comme tu dis, ça a tellement commencé tard, là, 2007. On aurait pu direct intégrer les Noirs dans le programme général, tu comprends? On aurait pu, au lieu de... On a vu que les États-Unis ont un mois de l'histoire des Noirs depuis 51, non, 2015, depuis 1915. 1915. Donc, pendant tous ce 90 ans-là, pendant tous ce 100 ans, 95 ans, on n'aurait pas pu se dire, oh ouais, eux autres, ils ont un mois, nous, faisons mieux. On les met à travers l'année et on arrête les stéréotypes négatifs. On n'a pas dit ça. On a dit, on continue ce qu'on fait, puis on copie 2-3 petites affaires là-bas. Puis, j'ai l'impression que c'est juste pour se flatter dans le sens du poil parce que ici, les gens n'aiment pas dire il y a eu de l'esclavage, ils aiment ça dire on est moins pire que les États-Unis. C'est tout. Oui. C'est tout un mois pour nous expliquer que les États-Unis sont pires. Non, mais on est mieux que les États-Unis. Non, mais on n'est pas comme les États-Unis. Mais les États-Unis, eux. OK, mais la gang, je ne sais pas comment vous dire que même si les États-Unis sont pires, on peut être mieux aussi. Au lieu de niveler par le bas, on pourrait viser le sommet. Mais on est concentré à regarder en bas et faire oh, les États-Unis, ils sont graves. Hein? Oh là là. Puis on n'améliore rien pendant ce temps. Zéro introspection. Les cours d'histoire sont les mêmes. Il n'y a rien. On n'apprend rien de plus pour nos jeunes. Et pendant ce temps-là, nous, on reste là comme à faire de sur place. C'est un peu troublant, c'est un peu décourageant. Puis quand tu veux en parler, bah, tu joues la victime. Puis voyons donc, t'es pas content de ton pays? On parle des Noirs ici, tu me parles de retourne dans mon pays. On parle du Canada, tu me parles de retourne dans mon pays. La gang, il y a eu des Noirs ici tout le temps. Il y a toujours eu des Noirs ici. La quantité diffère d'année en année, ça, j'en conviens tout à fait. Mais je pense que les gens ici ont oublié qu'eux-mêmes sont immigrants, les Blancs, là. Mais ils oublient toujours. Ça, vraiment, ils oublient toujours. Il faut toujours leur dire, retourne en France. Parce qu'ils oublient toujours. C'est comme, mais les États-Unis étaient là. Vous avez pu coloniser quelqu'un. C'est parce qu'il y avait quelqu'un, donc vous n'étiez pas les premiers. Donc vous êtes des immigrants originaux, là. La chose qu'ils ont peur que tous les immigrants leur fassent, c'est ça qu'eux ont fait. Vous voulez pas qu'on apprenne de nos maîtres? Moi, je pense que ce serait ça l'intégration. On ne serait pas pour ça intégrer si on faisait comme vous, non? On peut vous coloniser en retour pour vous montrer qu'on a bien appris. C'est ça qu'on devrait faire. C'est vrai, on fait comme notre maître. Il nous a appris pour bien fonctionner, il faut écraser l'autre. On va vous écraser, donc. Hey, prêcher par l'exemple. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais te lire un texte et je vais te poser une question. Il fait quelques lignes, peut-être 3 lignes, ok? J'écoute. Ok, je te donne le contexte. En fait, c'est le docteur Donald Oliver. C'est un avocat, homme d'affaires. Un avocat? Oui, et c'est le premier homme canadien noir nommé au Sénat canadien.
Ok, parfait, oui. Du coup, Ça marche, il un dit, avocat, oui. en politique, dans les arts, dans l'armée et en affaires, les Canadiens et Canadiennes noirs ont contribué de façon inestimable à notre pays, et ce, à une époque caractérisée par un racisme qui se faisait sentir partout. Ces Canadiens et Canadiennes extraordinaires n'ont pas seulement subi, ils et elles ont réussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a un côté un peu élitiste et méritocratie? Tu vois ce que c'est à peu près? La Dans son méritocratie? discours? Ouais, dans son discours Non. ou pas du tout? Ah oui, tu trouves? Non, je te pose la question. Non, je trouve pas, parce que j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est le reflet de ce qui est arrivé. Comment je veux dire? Est-ce qu'on subit tous le racisme? Oui. Est-ce qu'on passe tous par-dessus? Non. Est-ce qu'on réussit tous malgré ça? Non. Donc, c'est vrai que je dois lever mon chapeau 2 fois, parce que vive le racisme, mais bon, on n'a pas de chapeau, on le vit tous là. C'est notre cross to bear. Mais de réussir par-dessus ça, je pense que ça mérite un chapeau. J'ai l'impression que c'est plus que du travail. Parce que quand tu fais le travail, tu n'as déjà pas l'emploi. Puis là, il faut que tu aies fait le travail et que tu les aies convaincus que tu mérites l'emploi et ils te donnent l'emploi et tu gardes l'emploi. Mais je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup. Donc, je n'ai pas ressenti forcément de méritocratie dans ce qu'il dit. Mais je pense que malheureusement pour nous, on doit vraiment travailler 10 fois plus fort pour avoir le minimum, là. Donc, ouais. Mais tu vois, en plus, ces temps-ci, je sais pas, les genres de contenu que j'écoute qui m'inspirent à pas passer par-dessus le racisme, parce que ça, c'est un facteur extérieur, tu comprends? Le facteur extérieur du racisme va toujours être là. Pendant que je suis là, il est là. Et c'est pas moi, c'est pas un facteur qui décide de ce que moi je suis et ce que je fais. Ce que je peux changer, c'est les facteurs qui sont à moi. C'est-à-dire, moi, je peux travailler plus fort, moi, je peux apprendre plus, moi, je peux même changer le lieu. OK? Si être avocate ici, là, il ne laisse pas les noirs, je peux changer de lieu et aller où est-ce qu'on les prend, les noirs. Comment je veux dire? Fait que j'essaye plus de focuser sur les facteurs que je peux changer. À la télé, ils apprennent pas beaucoup des noirs. Ben, YouTube, ils s'en foutent de quelle couleur. Fait que je fais mes podcasts sur YouTube. C'est dans ce mode-là. Je comprends que j'essaye de plus focuser sur ce que je peux faire. Parce que sinon, je trouve que tu vois, ça, c'est la phrase que j'avais plus, hein, quand les Blancs me font dire toujours la victime. C'est pas un jeu, là. On est victime ou on n'est pas victime. Si je me fais agresser pour ma faute à moi, je fais le nommer, en parler. Mais j'essaye de mettre plus mon énergie sur ce que je peux changer. Puis ce que je peux changer comme directement, c'est sur moi. Parce que parler de racisme, je pense que ça peut aider la société à changer, oui. Mais je ne peux pas décider d'aller changer chaque personne. La seule chose que moi, je peux faire, c'est en parler plus. Right? Fait que je fais mon podcast pour en parler. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, ils skippent. Je peux améliorer mes compétences. Je peux lire plus sur le sujet pour en apprendre plus. Je peux apprendre à communiquer de manière plus efficace. J'essaie de voir ce que je peux faire plus que ce que les autres me font. Et je me rends compte que ça devient très lourd sur mes épaules de toujours penser à ce que les autres font, les autres font, les autres font. Puis c'était comme décourageant, en vrai, je trouve. En vrai, si je pense toute la journée à ce que les autres me font, j'arrive pas à avoir des idées de quoi faire. Mais quand je me concentre sur ce que moi, je peux faire, voilà, moi, je peux faire ça, et puis je fais ça. Donc, ça m'aide le matin à me réveiller avec plus d'énergie. Non, c'est un bon mindset, je trouve. On essaye. We try! Est-ce que au Québec, il y a une économie communautaire des Noirs? Ben, tu sais, comme je l'avais dit tantôt, il y avait une Little Africa, une Afriqueville avant, puis que tout le monde était noir dans la ville, et puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu veux dire? Comme une mini Haïti? Ça peut participer, mais quand je dis économie communautaire, c'est-à-dire que tu vas acheter que chez des commerçants noirs, tu vas essayer de me donner ton argent principalement qu'à la communauté noire. C'est ça, en fait. Je pense pas qu'on a ça. Ok. Je pense que de temps en temps, on essaye. J'ai l'impression que sur papier, on dit qu'on veut ça, mais après, en pratique, j'ai l'impression que tout le monde pense à recevoir au lieu de donner. Et qu'au lieu de penser à je vais donner mon argent aux Noirs, on dirait que je vois plus de gens qui sont comme les Noirs devraient me donner leur argent. Comment je veux dire? C'est ça. Donc, après, ça fait que, selon
Moi encore. Quand tu rentres dans l'entreprise, un bon service. Parce que si dans ta tête, c'est moi qui te dois l'argent, tu peux pas me donner un bon service. Comment je veux dire? Fait que j'ai l'impression que c'est ça l'affaire, là. Des fois, les entreprises qu'on a, je trouve qu'ils sont pas trop axés sur l'expérience client, mais plus sur le retour monétaire. Et malheureusement, c'est un problème parce que les humains, on est plus émotionnels qu'autre chose. Donc, même si logiquement, donner l'argent au noir, c'est la chose, mais émotionnellement, si tu n'as pas un bon service, tu ne vas pas le donner. Tu ne sens pas bien quand tu rentres dans le resto de quelqu'un, tu ne veux pas acheter. Tu comprends? McDonald's, tu sais que c'est multinational, puis tu veux pas leur donner tes sous. Mais quand tu rentres, tout le monde a un sourire, ta nourriture arrive vite. C'est genre, tu donnes alors. C'est pour ça que c'est dur de boycotter ce genre de choses. T'arrives, t'es bien. Tout le monde dirait ton ami. C'est vous quand t'arrives là-bas. Tu vas, tu me retournes ton petit café, te donne ce sourire, un petit bain, voilà. Puis quand tu rentres dans l'autre, vous allez prendre quoi? Elle te regarde gauche, c'est comme, yeah. Personne étudie en marketing, en service à la clientèle ou quoi? J'ai l'impression qu'on est plus en mode, les autres noirs devraient me donner et non, voici ce que moi je peux donner aux autres noirs. Tu comprends? J'ai pas l'impression qu'ils ouvrent un resto parce qu'ils veulent nourrir leur communauté. J'ai l'impression qu'ils ouvrent un resto parce que, comme tout le monde doit manger, ils vont me donner leur argent pour manger. C'est plus ça que j'ai l'impression. Mais à la base, j'ai l'impression que quand tu fais une entreprise, tu devrais penser au client en premier. Techniquement, il y a un mal, il y a un mot, il y a un problème et tu veux le régler. Et quand tu veux régler ce problème-là, tu le règles tellement bien que tout le monde veut te donner leur argent pour que tu règles pour eux. J'ai pas l'impression que les gens commencent leur entreprise dans ce sens-là. Quand c'est chez nous, on fait juste voir, oh, le blanc, une building, il fait de l'argent, laisse-moi commencer. Puis là, bon. Mais là, ne leur pas des commentaires constructifs. Ils vont dire, c'est pas ta business, mais l'autre tes affaires. Bah, ok. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus dur. On aimerait ça, mais je pense que c'est plus dur pour cette raison. Tu sais que ce que tu dis, c'est intéressant parce que là, ça fait genre trop écho à un truc que les touristes disent quand ils viennent dans les Antilles. Ah, ok, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis née et j'ai été habituée à ce comportement que lorsque tu rentres dans un commerce, les gens, ils te disent pas bonjour, ils te regardent mal, ou il n'y a pas le service clientèle comme ce que tu dis, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, c'est pas normal, parce que, on va pas se mentir, tout le monde aime être accueilli avec un sourire, ok? Tu vois, mais j'ai été habituée à ce que quand je rentre dans un commerce, en fait, j'ai pas ça. Donc, lorsque je rentre dans les Antilles et que je suis en contact avec des gens qui sont comme ça quand je rentre dans leur commerce, en fait, ça me fait ni chaud ni froid parce que je sais que je viens juste acheter mes affaires et que je me casse. Exact. Donc, il n'y a pas ce truc de « Ah, j'aimerais bien qu'on me sourie ou qu'on me dise bonne journée, tu vois, quand j'ai fini d'acheter mes affaires » parce que je sais que c'est comme ça qu'on est. Enfin, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça que le pays vit, tu vois. Et souvent, quand les touristes y viennent, ils disent non, mais les gens, ils sont pas chaleureux, ils savent pas dire bonjour, il y a pas de service clientèle, etc. Et souvent, il y a beaucoup de touristes blancs qui reviennent avec ce truc comme quoi ils ont été mal accueillis dans le pays. Mais je pense que lorsque tu es habitué à vivre dans une ambiance comme ça, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais je dis juste que tu y prêtes même plus attention. Tu vois, c'est comme quand tous les jours c'est gris autour de toi. Tu sais que le ciel est gris, mais ça t'empêche pas de continuer à vivre ou à faire tes affaires, quoi. Bah, tu vois, peut-être que leur modèle d'affaires marcherait en Haïti, mais pas ici. Parce qu'ici, la majorité de nous, on est nés ici, là. Nous, des Haïtiens de deuxième génération, on est nés ici, là. On est habitués de se faire dire bonjour avec un sourire, là. Puis le pire, c'est que aussi, comme je dis, les humains, on dépense pas par logique. On dépense du moins plus pour autre chose que la logique. Parce que quand on va dire qu'il y a deux magasins. On va dire que tu voulais acheter du café, deux magasins vendent du café. Lequel tu choisis et pourquoi? Celui qui est le moins cher. Voilà. Versus, ça fait quand tu dis, mettons deux services de merde d'un à côté de l'autre, là, tu prends le moins cher, tu vas pour le prix, right? Quand émotionnellement, tu es attaché à un parce que c'est tes amis, tu les vois sur les réseaux sociaux, pour une différence de 50 sous, tu vas là. Je dis pas $1 versus $50. Mais veux pas, même juste côté marketing, McDo, quand tu as un enfant, tu penses à McDo en premier parce que c'est celui qui a la pub toute la journée. Donc, tu as un attachement à ça. C'est pas pour une raison logique là, que tu vas chez McDonald's en lieu de l'autre. C'est parce que c'est le nom que tu entends plus souvent. Et qu'après ça, quand tu vas à un endroit et tu as une bonne expérience, tu te sens bien quand tu ressors. Et pour ta business, c'est bien mieux un client qui revient. Ça coûte moins cher de marketing que tes clients reviennent plutôt que de trouver des nouveaux clients chaque fois. Comment je veux dire? Des fois, c'est comme je dis,
Si ta business c'est juste sur le prix, c'est correct aussi, là. C'est juste qu'il va toujours falloir que si tu veux que les gens viennent, il va toujours falloir que tu fasses moins cher, moins cher, moins cher. En revanche, avoir un bon service, ça ne te coûte pas plus cher de sourire. Ça te coûte pas, comme ton employé, tu ne le payes pas plus pour qu'il soit souriant et accueillant. Et ça fait que des gens reviennent. Quand tu vas chez la coiffeuse, puis qu'elle te demande vraiment comment va ta journée, plutôt qu'une coiffeuse qui a l'air bête et qui t'échappe l'huile chaude sur toi, là, c'est correct. Là, mais là, je te parle vraiment pour des choses qui sont dans la même gamme avec une petite différence de prix. Entends-tu? Quand même que les gens chez Rolex soient gentils, si tu as un budget de Dollarama, non, si tu as un budget de Walmart, tu n'iras pas chez Rolex. C'est pas. C'est impossible financièrement. Mais pour des choses qui sont à peu près dans le même prix, tu vas pour des raisons. Moi, j'avais 2 épiceries. Une un peu plus proche de chez moi, une un peu plus loin de chez moi. Celle qui était plus proche de chez moi, malheureusement, les employés là, les hommes là, sont merdants, tu comprends? Je suis là à subir du harcèlement dans un, je vais dans l'autre. Même si le prix est moins cher, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Je préfère faire mon épicerie en paix. C'était correct en Jamaïque, c'est pas correct à Montréal. Tu comprends? Mais c'est des raisons émotionnelles, là. C'est pas logique du tout. Les poivrons sont moins chers là. C'est juste mon confort, mieux. Si je me sens pas harcelée, c'est mieux pour moi. C'est pour ça que je pense que cet aspect-là, on l'a pas. On pense vraiment que ça nous est dû. On pense vraiment que parce qu'on est noir, les noirs devraient acheter chez nous. Mais ils ne t'offrent pas une affaire moins chère, ni meilleur service, ni meilleur. Il n'y a rien de mieux. Littéralement, il n'y a rien de mieux. Si au moins tu me dis que c'est moins cher, c'est pas moins cher. Un restaurant ici n'est pas moins cher que les autres restos, là. C'est quoi l'argument? Vous êtes bête et vous n'êtes pas moins cher. Et c'est pas plus proche, et il n'y en a pas plus en quantité. Donc, c'est toujours un détour. Ben là. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Il nous manque que les gens qui fassent une entreprise la fassent parce qu'ils veulent leur servir ce besoin. Pas juste récolter l'argent. Quand on dépense plus qu'on est bien quelque part. On dépense plus qu'on est souriant, heureux, bien. C'est pas pour rien qu'ils sont là et ils te vont proposer plein d'affaires. Les gens, ils te parlent là. Quand tu rentres dans un magasin, puis qu'on te fait essayer ci, on te fait essayer ça, on te propose ci, un agencement avec ça, t'achètes bien plus que si t'étais juste allé rentrer et sortir avec ton sac. Hein, ils mettent des affaires à chaque rangée au niveau des yeux, là. C'est parce que plus tu restes longtemps, plus t'achètes. Hein. Plus tu t'achètes. Mais c'est ça. Fait que la fille qui a l'air bête, tu restes pas longtemps, t'achètes pas beaucoup. Moi, je suis là, je travaille dans un restaurant. Je te dis, à chaque fois, je suis là, je parle mielleux, qui voulez-vous racheter ça? On prend un dessert? Est-ce qu'on met ça? Des fois, c'est des gens qui sont le 3e dans la file, qui sont comme, tu sais quoi, tu m'as convaincu. Et je sais même pas t'en parler. Mais parce qu'il m'a entendu en parler aux autres, il a pris. Mais c'est des ventes de plus. C'est pas ça que vous voulez dans votre business, les gars? C'est des ventes de plus. Même dans le service que je fais en ce moment, d'escorte et tout. Si je fais juste faire le service, après ça, il s'en va, c'est tout, c'est un client. Si je suis gentille avec lui, je donne plus que ce qu'ils pensent. Comme je te dis, j'écoute des Animaniacs avec eux, je fais des blagues, tout ça. Oh, ils reviennent chaque semaine. Well, un client qui revient chaque semaine ou un client qui vient une fois dans l'année, c'est plus lucratif chaque semaine. J'ai l'impression. Et moi-même, je suis la cliente, la meilleure cliente pour les gens parce que si tu m'accueilles, j'achète. Même si j'ai besoin de rien, juste parce que tu es comme, ah, je ne sais pas qu'elle a travaillé pour rien, je vais acheter une petite affaire quand même. Imaginez tous ces gens qui, comme moi, achètent par pitié, juste parce que tu as été gentil, tout l'argent que vous allez faire de plus. Parce que moi, je suis là, en plus, j'ai des problèmes de mémoire, donc je ne sais pas si c'est une maladie, c'est le TDAH. Je vais pour acheter une affaire, là, tu me proposes ça, puis je suis comme, ah, c'est vrai, j'en ai aussi besoin. Mais je n'avais pas pensé à ça au début. Mais tu me le rappelles que c'est vrai que j'avais pensé. C'est toi même qui rajoute de mon panier est plein, puis je suis comme, oh. Je venais Non, mais pour toi, une tu es seule chose. influençable, Aïcha. Oui, mais la majorité des gens le sont, c'est ça que je te dis, c'est ça l'affaire. La majorité des gens, à moins que je te dise, le seul problème, c'est si c'est un problème de budget. Si tu ne possèdes pas plus que 20 $, tu ne pourras pas me vendre plus que 20 $. Ça, c'est une limitation autre que nous. Mais la personne aura quand même envie, et dès qu'elle a un autre 20 $, elle va revenir te voir. La prochaine fois qu'elle va penser à son affaire, c'est toi qui va venir lui donner son 20 $ et pas la voisine. Et j'ai l'impression que c'est ça que les business devraient vouloir. Ça a l'air que non. Alors, tu disais que en termes économiques, ça n'existait pas trop au Québec de consommer dans des communautés noires, des commerces, une économie autour de la communauté noire. Mais est-ce que toi, en tant que personne, t'es investi dans des associations communautaires
soit pour les Noirs ou peut-être les TDS. Je dirais que je fais des donations quand j'ai Ok, plus d'argent que d'habitude, c'est tout. Parce que avant, je m'engageais plus quand j'étais à l'université ou au cégep, quand j'étais à l'école. C'est d'accord. plus facile pour moi de m'engager. Là, depuis que j'ai quitté l'école et surtout avec la pandémie, tout, je suis plus à l'intérieur de chez moi. OK. Donc, Ok. avec le travail, on dirait que je me sens pas vraiment beaucoup d'engagement parce qu'on dirait que je suis juste chez moi à attendre les clients et partir. Sinon, je fais des donations financières, c'est ça que je peux donner pour le moment, où j'en parle. Tu sais, exemple, on va dire que quelqu'un peut venir sur le podcast pour parler de différents organismes, des choses comme ça. Je fais des entrevues avec eux. J'essaye plus sur les médias sociaux, Ok. dans le partage de connaissances avec mes amis, mes followers, mes abonnés, qu'en personne. Très difficile. Par exemple, s'il y a des manifestations, des fois, je vais aller. Des marches, des choses comme ça, oui. Mais en tant que tel, dans un organisme, tu sais, me donner une responsabilité, là, ça, c'est difficile. Ok. Mon problème, c'est que j'ai tellement peur de ne pas bien faire les choses. Puis je sais qu'à tout moment, ma priorité, c'est vraiment les clients. À tout moment, si un client veut, je quitte et je fais le client, tu comprends? Donc, pour le moment, je pense que ma vie est trop concentrée sur le travail. Puis je vais trop abandonner de tâches. Parce que le bénévolat, c'est bien, mais je ne vais pas payer mon loyer parce que je faisais le bénévolat, là, tu comprends? Puis ce travail-là, c'est Ouais. tellement des heures, c'est juste quand les mesures de texte, tu ne fais pas d'avance. J'essaye de rendre ça plus d'avance. J'ai commencé à suivre un coaching. Ça coûte trop cher, fait que bientôt, je vais pouvoir me le payer, mais pour justement essayer d'attirer une clientèle qui est plus réserve à l'avance. C'est justement pour m'aider à avoir un horaire plus stable. Peut-être qu'après, c'est moi qui vais donner des cours de business aux Haïtiens de Montréal. Peut-être que je devrais postuler et puis être le service à la clientèle. Je devrais postuler et puis que moi, je sois fine parce que peut-être qu'ils ont besoin d'un exemple, je sais pas. Ça tombe trop bien que tu parles d'exemple parce que du coup, j'ai une question pour toi. Chaque fois, c'est Euh, ça tombe bien. Est-ce que c'est important d'avoir des modèles à travers lesquels on peut se Oui. reconnaître et pour se construire en tant qu'individu? Et est-ce que toi, il y a des personnes dans la communauté noire qui t'ont inspiré? Je pense que c'est crucial de se voir, de voir que quelque chose est possible pour pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que la couleur, c'est pas tout le monde que c'est la couleur qui leur fait inspirer, là? Mais il y en a que oui, donc ce serait important qu'il y en ait. Non, il faut voir. Si tu ne sais pas que quelque chose existe, on dirait que tu ne peux pas t'imaginer dedans. OK? Fait qu'il faut que tu vois que quelqu'un a déjà été CEO avant de penser, bon, ça se peut un CEO. Tu as vu quelqu'un qui est astronaute, attends, je peux être astronaute. Puis à chaque fois, on dirait que les limites dépassent, on s'entend-tu? À la base, tu as juste vu des gens parler, tu apprends à parler. Hop, après ça, tu apprends à chanter. Après ça, tu apprends à lire, à écrire un livre. Ça va par étapes. Fait que je pense que la première personne qui a pensé à aller sur la Lune, c'est pas tout de suite elle qui est allée. Tu comprends? Ça a appris qu'on on a appris qu'on pouvait aller au ciel. Oh, on a appris qu'on pouvait. Ça prend des étapes. Donc, je pense vraiment que oui, il faut absolument des modèles pour nous montrer qu'on peut faire des choses, hein? Et vous les dépasser. Est-ce que j'ai des modèles qui sont noirs? Mon Dieu. Tous les acteurs américains, I guess. Moi, puis les non. Je voulais juste actrice. Donc, tout le monde qui est dans la télé. Phénomène Raven. Ah ouais, c'est Raven peut-être. C'est peut-être Raven, parce que Raven est un peu comme moi. Je trouve Raven, elle est drôle, hein? Tout le monde m'a dit, ah, t'es comme Phénomène Raven. Je dis, yeah, that's me. Ouais, je pense que je vais dire Raven en premier d'abord. Sinon, Ah, tout autre acteur. Parce que honnêtement, c'est pas que la couleur compte pas dans mes yeux, mais c'est que c'est jamais ça qui m'a servi à m'identifier à quelqu'un. Donc, quand on parle de manque de représentation dans les médias, moi, je parle pour les autres. Parce que pour moi, ça ne change rien. Pour moi, personnellement, je voyais une émission, là, tout le monde est blanc, mais il y a une qui est comme, qui est investie dans la mode. Moi, je me voyais en elle, tu comprends? Ariel, la petite sirène qui a de la misère à passer la fourchette dans ses cheveux, je me voyais en elle. Je suis ni sirène, ni blanche, ni les cheveux rouges, tu sais, mais c'est jamais, pour moi, c'est jamais la couleur de peau qui m'a fait me voir ou pas me voir chez quelqu'un. La première fois où j'ai cru comprendre que ma couleur pourrait être vraie, c'est quand j'étais au primaire, j'avais 10, 11 ans, 10 ans. Non, j'étais en quelle année j'étais? Quatrième année, ouais, c'est 10 ans. J'avais 10 ans, à peu près. Bref, dans ces zones-là, là, dans la dizaine d'années, à l'école primaire, entre troisième et sixième année, et on allait faire une crèche de Noël, une pièce de théâtre de Noël, de la crèche de Jésus, là, tout ça.
Dans le temps, avant, on avait le droit de parler de religion à l'école. Maintenant, c'est difficile. Puis, je voulais jouer Marie. C'est qui Marie? La mère de Jésus. Elle. Personnage quand même important dans cette histoire-là. Et on m'a dit, je peux pas parce que Marie n'est pas noire. Ça m'était jamais traversé l'esprit. Je me dis, je regarde Ariel, je pense que je peux jouer Ariel. J'ai pensé, c'est noir, je peux pas. Mais quelqu'un qui a joué un âne, on n'est pas des vrais ânes pourtant. Celui qui allait jouer le bœuf, il n'est pas. Un âne, c'est gris, personne n'est gris. J'ai jamais pensé à la couleur de la peau. On m'a dit ça, j'ai dit, oh, c'est comme si c'est là que j'ai compris que ça pouvait être une limite. C'est là que j'ai commencé à voir plus les différences de un noir fait ça, un noir fait pas ça, un noir fait ça. Mais ça n'a jamais remarqué. Et puis, dire que mes parents m'ont dit, ils m'ont dit que les noirs ont travaillé plus que les blancs pour tout. Je comprends même pas ce qu'ils me disaient. J'étais comme yé. Non, j'étais méchante. J'ai dit à ma mère, j'étais tellement méchante. Comment ma mère m'a expliqué cette histoire de, tu sais. Parce que j'étais bonne à l'école, puis elle était contente, puis elle dit, il ne faut pas que tu lâches, parce qu'elle dit vraiment, à travail égal, il faut vraiment que tu travailles fort pour avoir le minimum. Puis j'étais comme, tu sais que dans ton temps, il y avait l'esclavage, là. Mais c'est plus comme ça maintenant. Toute l'audace que j'avais à 8 ans, hein. L'audace. Mais on voit que ma personnalité est là depuis toujours. C'est comme ma mère, je comprends que dans ton temps, il y avait l'esclavage. J'ai fini de ça à ma mère. Bon, maintenant j'ai compris. J'imagine qu'on m'a pas laissé faire la pièce de théâtre. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle je ne l'ai pas dit à ma mère. J'ai fini de lui dire que le racisme n'existe pas, là. J'ai fini de lui dire ça et ensuite on me dit ça. Donc, ouais, c'est important d'avoir des modèles. Mais de toute forme, c'est-à-dire que des noirs, des blancs, des jaunes, des oranges, des grands, des petits, des femmes, des hommes, des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes LGBT, gros, minces, gros seins, petits seins, des broches, pas de... Tout le monde mérite d'être vu parce que tout le monde s'identifie avec des choses différentes, ça j'en suis sûre. J'en suis sûre. Le nombre de fois qu'on voit dans les émissions, les émissions de rencontre, tout le monde est métis. Tout le monde est métis, mais élevé par leurs parents blancs. Okay? Ça fait que tout le monde est, entre guillemets, peut être noir, mais ils connaissent rien de leur culture noire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tous les noirs disent qu'ils ne sont pas représentés par eux. Mais ta peau est pareil, tu comprends? Ils ne sont pas représentés parce que ce n'est pas juste la peau qui fait qu'on se sent représenté. Ils font rien comme tu fais. J'espère que tu ne te sens pas représenté. Si tu prends un noir, il est adopté de ses 2 parents de Gaspésie qui parlent... Pourquoi tu te sens représenté? S'il y a la même couleur, et ça, je ne vois pas ce que ça fait pour toi. C'est que souvent, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il faudrait des gens de toute avenue, tout horizon. Parce que c'est vraiment pas juste la couleur qui fait ça. Là. Parce que je te promets, je suis noire là. Si demain je vais à la télé, beaucoup de noirs vont dire, elle ne me représente pas. Moi, je sais. Je sais, les gars. I know. Ça me dérange pas. Je suis juste moi. Non, parce que les gens aiment ça venir me dire ça. Ah, mais si, c'est parce que je m'en fous. C'est quoi une vraie noire pour toi? Oh! Moi, je suis moi, c'est tout. Dites aux gens d'en prendre plus, c'est tout, en fait. Moi, je reste moi. Je les regarde chaque année. Depuis qu'on en met un, tout le monde me descend parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis comme, okay, c'est jamais vrai. On n'est tous pas des vrais, alors. Tout le monde y a un problème. Mais sauf que après ça, quand c'est ton ami qui y va, oh là, t'es surpris de voir la réaction des gens. Mais pourquoi t'es surpris? On réagit comme ça chaque année. Chaque année, le noir qui va est pas assez noir. Parce que maintenant que c'est ton ami, il est aussi pas assez noir. Maintenant que c'est ta voisine, elle est aussi pas... On sera toutes jamais assez noirs. Pour les noirs qui ne nous connaissent pas. Pour nos amis, on est normal. Pour les inconnus, ah mon Dieu, t'as vu son accent? La sorte de l'accent me tue parce que quand on voit... c'est quoi le nom de votre acteur là? C'est Idriss, non? Idriss, non? Idriss Elba? Un américain. C'est un américain, ça, non? Non, c'est un londonien. Anglais. Le français. Lui qui fait avec la tête roulante, là. Oui, Omar Sy. Omar Sy. Omar. Ah, j'aime bien Omar. Allô, Omar, si jamais t'écoutes ce podcast. Donc, Omar, là. Oui, londonien, parce que c'est anglais. Non, c'est pas de lui que je parlais. Mais chaque fois que je veux parler d'Omar, je dis Idriss. Quand Omar, c'est quoi son accent? Il y a un accent français. Tu sais, quand il parle, je l'entends parler français. Bon, il n'y a personne au Québec qui va lui dire qu'il n'est pas un vrai noir parce qu'il a un accent français, tu comprends? Mais si on est noir et on est né au Québec, magiquement, si on a un accent québécois, on n'est pas un vrai. Ah, c'est parce que tu veux t'assimiler, c'est parce que tu n'es pas fier de... mais c'est juste parce que je suis née ici, les gars. Comment je veux dire, un noir américain, là, un noir qui est aux États-Unis, il a le même accent que les Américains.
Personne ne va se plaindre qu'il n'est pas un vrai noir parce que son accent est... Mais ici, c'est comme ça. Tu parles, ouais. Problème, t'es pas un vrai noir. T'es un noir qui se déteste. Juste un accent, les gars, c'est correct. Comme je dis, on n'est jamais assez noir pour les noirs aussi. Tout le monde n'est pas assez noir pour les noirs. Personne n'est jamais assez haïtien pour les haïtiens. Mais tout le monde veut qu'on mette plus d'haïtiens pour ensuite se plaindre que c'est pas un vrai haïtien. C'est comme ça qu'on est. Tu vois, c'est pour ça que je dis que je me concentre sur ce que moi je peux faire parce que je peux pas les aider sinon. Moi, je peux être moi, je peux faire mes auditions, je peux avoir mes rôles. Si pour toi, t'es pas représenté, c'est correct, va regarder un autre film. C'est tout. C'est juste ça. Je peux pas vraiment vous aider, la gang. Je peux juste faire de mon mieux de mon côté. Est-ce que tu dirais qu'à travers toutes les expériences que tu as eues dans ta vie, tu es genre empowered man? Est-ce que je me sens empowered ou est-ce que je empower les autres? Non, est-ce que toi, tu te sens? De plus en plus, oui. Je Parce trouve que genre, chaque jour, t'es c'est plus. humoriste, tu fais des podcasts, TTDS, c'est une des choses que tu fais, mais tu fais plein d'autres choses, tu vois, à côté. Oui. Ouais, je trouve que chaque jour, c'est comme si chaque jour, je découvre un peu plus. Chaque jour, j'essaie d'aller plus loin. Puis je me dis, ah, je suis capable de faire ça, moi. Et je te dirais que, oui, chaque jour. Et j'essaie d'amener les autres avec moi aussi. Tu comprends? Quand j'apprends quelque chose, j'essaie d'en partager et tout, parce que tout seul au sommet, je vois pas ça sert à quoi à qui. Je suis certainement pas sur cette terre pour être tout seul quelque part. Donc, j'amène tout le monde avec moi. Le problème, c'est que souvent, quand je décide que j'amène des gens avec moi, des fois, des gens, quand ils arrivent à un certain endroit, ils font juste te backstabber et partir sans toi. Je suppose que c'est correct, c'est leur vie. Et je continue à amener des gens avec moi quand je peux. C'est correct, c'est ma personnalité, donc je ne vais pas changer pour eux. Hein. Je ne peux pas devenir aigrie parce qu'eux le sont. Je ne peux pas devenir méchante parce qu'eux backstab. Donc, continuons. On va passer à la dernière partie. Est-ce que, avant de passer à la dernière partie, tu veux rajouter quelque chose de manière générale? Pour les gens qui écoutent ce podcast, croyez en vous, foncez. Et puis, si jamais le chemin pour aller quelque part, vous trouvez ça difficile, changez de chemin. Ne changez pas l'objectif, changez juste le chemin. Ou changez le moyen de transport. Parce que si à pied, c'est difficile, prends l'avion, prends le bateau, vol, je ne sais pas. Mais vise toujours l'objectif, juste, c'est ça, changer la tactique. Trouver pas un raccourci, parce que généralement, un raccourci, ça ne va pas t'amener où est-ce que tu veux aller. Généralement, quand tu prends des raccourcis, ça prolonge. Fait, trouve une route directe, mais juste différente. La dernière partie, ça s'appelle l'instant photo. Donc, je t'explique rapidement. Je vais te montrer 4 images. Elles sont toutes en lien avec les thématiques qu'on a abordées. L'idée, c'est que tu réagisses à chaud dessus. Si l'image, elle te parle, bah, tu me dis le sentiment qu'elle te donne. Quoi. Et si elle ne te parle pas, tu me dis, bah, j'ai rien à dire et on passe à la suivante. Alors, la première image, c'est celle-ci. Ah, le billet! Ah, ben, tu sais, ça m'évoque la fierté. Ça m'évoque le vouloir. Le vouloir, comme tu dis, redorer l'image de noir, là, de nous inclure dans l'histoire. Alors, c'est un billet de 10 $ canadiens avec la photo de Viola Desmond dessus. Le billet est mauve parce qu'au Canada, on a des billets multicolores, on est cool comme ça. Non, ça m'évoque honnêtement une bonne foi, un désir de vraiment vouloir tendre la main. Est-ce que après le problème, c'est quand c'est la seule action, c'est un problème? Oui, mais cette action-là en tant que telle, ça me montre un désir quand même de vouloir créer un pont. J'aime bien. Je pensais même d'ailleurs qu'on ne l'aurait pas longtemps. Hein. Je pensais qu'on ne l'aurait pas longtemps. Et puis on a encore ce billet-là. Yes, moi, vous allez faire ça une édition genre un an. Non, c'est un beau. J'aime bien. La seconde image, c'est... Ah. Allez, celle-ci. Oh, attends. Oh, je vois pas bien. Black Americans launch campaign to boycott Nigerian African business. Boycott! Oui. Attends. On dirait que je vois beaucoup de noirs dans un Target, devant un Target, qui manifestent Black Americans launch campaign to boycott Nigerian and African businesses. Oh. Ben, je questionne. Je suis dans le doute. On dirait que c'est quelqu'un qui fait un TikTok en réaction, parce qu'on dirait que je vois quelqu'un qui est collé sur l'image. Mais
Je suis dans l'incompréhension. Comment ça, boycott de Nigerian African business? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh! Je suis choquée. Je suis perplexe. Je suis dans le. Est-ce qu'on boycotte les compagnies racistes aussi ou juste nous-mêmes? Bref. Celle-là. D'accord. Alors, il y a 5 femmes noires. Mistress Velvet, Terry, Jean Bedford, Maya Angelou, Josephine Baker et Marsha Pichon. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque l'histoire de femmes qui sont importantes pour nous, la gang. Dans le milieu de la femme, dans le milieu du féminisme et dans le milieu du sex work aussi. Ça m'évoque quoi? Ouais, ça m'évoque que je ne suis pas la seule. Hein? Ça m'évoque qu'on n'est pas toute seule quand on veut parler à voix haute. Ouais, on est peut-être tout seul sur le coup, là, mais overall, on n'est pas toute seule. Puis il y a des gens qui sont passés par là avant nous. Puis qu'on peut s'appuyer sur elles, je pense bien. Yeah, on peut s'appuyer sur elles. Ok, c'est la dernière. Ah oui, dignité. Ah bon, dignité, ça, c'est un mot problématique dans mon domaine. Les gens pensent que quand on fait mon travail, on n'a pas de dignité. Moi, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Hein. Si je pense que je suis digne, c'est tout. C'est pas vraiment. Je pense pas que l'opinion des autres a à voir là-dedans parce que c'est, comme on dit, subjectif. C'est subjectif. Hein. C'est subjectif le mot. C'est toi qui décides de si quelqu'un d'autre est digne de toi. Donc, c'est moi qui décide que je suis digne de moi, la gang. Donc, c'est ça. C'est un mot qu'on essaye beaucoup d'associer. Mais non seulement au travail du sexe, aussi aux femmes en général, quand on existe en dehors du cadre d'être la poupée d'un homme, là. Donc, ouais, dignité, c'est tough. En plus, c'est écrit en guillemets certains. C'est tough, c'est difficile cette histoire, mais ouais, c'est un mot qu'on essaie d'attacher à nous, là. Ben, on essaie de nous l'enlever, en fait. On essaie de nous dire qu'on n'a pas de dignité. On essaie d'amener ce mot-là à tout le monde sauf les travailleuses. Pauvre vous, la gang! Ou alors ceux qui n'écoutent pas le podcast puis qui ne savent pas que je leur parle. C'est tout.